Merci beaucoup, monsieur. C'est très volontiers que j'interviens devant votre auditoire. Et alors, effectivement, je vais vous traiter quelques instants du démembrement des œuvres d'art. Et puis ensuite, je vous traiterai de la Golden Chair. Ce sont deux sujets, à la vérité, sensiblement différents. Alors, effectivement, vous avez là un petit gisement d'enrichissement avec le démembrement des œuvres d'art. Alors, cela suppose, évidemment, pour qu'il y ait un démembrement, que nous soyons en présence de deux personnes différentes, sur lesquelles vont naître des droits de nature différente. Ce qui veut dire que mes propos ne vaudront que pour ceux ou celles d'entre vous qui exercent dans un cadre sociétaire. Voilà. Le démembrement n'est possible que si l'activité que vous pratiquez est une activité qui s'exerce dans ce cadre sociétaire. Alors précisément, le droit commun nous offre des possibilités tout à fait intéressantes. Il est tout à fait possible, concevable, de faire acheter des œuvres d'art en démembrement, c'est-à-dire votre société achète l'usufruit d'œuvres d'art, et tandis que vous en acquérez à titre personnel la nue propriété. Alors, ici, c'est tout à fait intéressant dans le cadre de ce droit commun. On peut d'ailleurs avoir une conception extrêmement large des œuvres d'art. Vous pensez évidemment à la peinture, à la sculpture, à la tapisserie, mais vous pouvez aimer les très beaux bureaux, Louis XV ou Louis XVI, qui font partie, allais-je dire, des œuvres d'art. Voilà. C'est quand même plus agréable de travailler sur un tel bureau. Et puis quand vous cesserez votre activité, bien, vous souhaiterez évidemment partir avec. Eh bien, justement, il est possible d'acheter de tels biens en démembrement. Votre société achète l'usufruit de ces œuvres d'art. Vous en achetez la nue propriété. Alors, comment déterminer la valeur respective de l'usufruit et de la nue propriété? Vous savez, on calcule la valeur d'un usufruit, nous dit-on, très justement d'ailleurs, mais ça ne marche pas à tous les coups, comme une actualisation du flux de revenus. Quel est le flux de revenus d'une peinture, d'une œuvre d'art? Quel est le flux de revenus d'un bureau Louis XV sur lequel vous travaillez? Voilà. Alors, heureusement, l'administration fiscale, pour une fois, nous rend service. Elle nous propose un barème. Elle nous propose un barème d'évaluation respective de l'usufruit et de la nue propriété. Et ce barème prévoit l'hypothèse d'usufruit à durée fixe. Et donc, l'usufruit à durée fixe, nous dit l'administration fiscale, le législateur fiscal, c'est 23% de la valeur de la pleine propriété par décennie. Ben, par exemple, vous pouvez faire acheter par votre société une œuvre d'art pour 21 ans, ce qui fait 3 fois 23%, 69%. Ce qui veut dire que vous, votre investissement personnel sera de la différence de 31%. Et comme je vous le dis, il n'y a aucune contrainte autre que c'est le droit commun. C'est-à-dire, ce bureau, vous pouvez travailler dessus. Pour vous, cette œuvre d'art, vous pouvez la mettre dans votre bureau, vous en réservez l'agrément. Voilà, c'est là. Ici, nous sommes dans le domaine de la liberté. Mais en plus, c'est une liberté qui, fiscalement, est tout à fait intéressante. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, votre société va amortir l'usufruit. 69% sur 21 ans. Ce qui est tout à fait excellent. Et à l'expiration de l'usufruit, à l'extinction de l'usufruit, 21 ans, ça passe vite, à l'expiration de l'usufruit, bien, vous deviendrez plein propriétaire sans aucune taxation.
Alors vous pourriez formuler une objection à mes propos. C'est que le législateur, depuis 2012, dispose que lorsqu'une personne vend un usufruit temporaire, et c'est notre cas ici, la société va acheter un usufruit temporaire. J'ai pris l'exemple de 21 ans, mais enfin on pourrait concevoir d'autres durées. Celui qui vend un usufruit temporaire, à raison du prix de cession de cet usufruit temporaire, est taxable pour ce prix à l'impôt sur le revenu. Si le vendeur de l'usufruit n'est pas une société soumise à l'IS. Si c'est une société soumise à l'IS, il n'y a aucun problème. Le prix sera nécessairement, le prix de cession de l'œuvre sera nécessairement une recette qui sera taxée à l'IS chez le vendeur. Donc il n'y a aucune difficulté. Le problème se pose si votre société achète cet usufruit à une personne physique qui ne serait pas un professionnel. Bon, c'est une hypothèse quand même assez rare. Cette œuvre d'art, vous allez l'acheter chez qui? Vous allez l'acheter chez un antiquaire, vous allez l'acheter chez un galériste. Généralement, ce sont des sociétés assujetties à l'IS, qui ne verront aucun inconvénient à faire deux factures. Une facture d'usufruit pour votre société et une facture de la nue propriété pour vous. Voilà. Et les dispositions de notre législateur qui décide que les cessions d'usufruit temporaire sont assujetties à l'impôt sur le revenu ne nous gênent pas du tout, puisque celui qui vendra l'usufruit, c'est une personne qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. C'est le plus souvent, dans la quasi-totalité des cas, une société soumise à l'IS. Alors vous allez me dire, il y a quand même une hypothèse. C'est un artiste, personne physique, qui vous vend, par exemple, un tableau, qui vend à votre société l'usufruit d'un tableau. C'est vrai, mais l'artiste est taxé dans la catégorie des BNC. C'est-à-dire que le prix de cession de l'usufruit sera taxé pour lui, chez lui, nécessairement, à l'impôt sur le revenu, qu'il cède l'usufruit ou qu'il cède la pleine propriété de l'œuvre d'art. De telle sorte que vous ne vous heurtez à aucune difficulté pour mettre en œuvre ce schéma que je viens d'indiquer et qui vous permet d'acquérir des œuvres d'art d'importance, d'artistes anciens ou d'artistes vivants, et des œuvres d'art, quelle que soit leur nature, dans des conditions qui s'avèrent très favorables. Des salles des ventes. Alors là, il y a un petit problème. En principe, cela dépend, si vous voulez, de la qualité du vendeur. Voilà. Ça dépend de la qualité du vendeur. Mais oui, ça peut être un particulier, effectivement. Ça peut être particulier. Un véhicule de collection, c'est une œuvre d'art aussi. Alors, attention. Mais oui, non, mais c'est tout à fait envisageable. Rappelez-vous, c'est une société, votre société, qui va acheter l'usufruit de ce bien. Il faut que cet achat soit justifié par l'intérêt de la société. Sinon, l'administration fiscale disqualifiera l'opération en un acte anormal de gestion. Alors voilà, vous exercez une profession libérale, vous avez une salle d'attente, vous mettez une sculpture, voilà, vous avez un cabinet, une salle de réception que vous enrichissez d'œuvres d'art, il n'y a pas de problème. Vous pouvez justifier auprès de l'administration fiscale que le standing de votre profession vous oblige à une qualité de réception de la clientèle qui justifie, n'est-ce pas, les opérations que je viens de dire. Bah, vous êtes notaire, associé d'une SCP de notaire, achetez une automobile de collection, je ne sais pas si l'administration fiscale considérera que c'est absolument indispensable à l'exercice de votre activité, ou si vous êtes médecin, voilà. Mais on peut concevoir que, par exemple, vous êtes une société de vente de pièces détachées automobiles, par exemple, vous achetez une voiture ancienne, votre société achète l'usufruit d'une voiture ancienne, allez-je dire, vous pourrez justifier.
Alors, voilà la première solution que nous offre le droit commun, qui est extrêmement simple à mettre en œuvre. Très simple. On peut faire mieux. On peut faire mieux en revendiquant l'application d'une disposition fiscale qui est l'article 238 bis AB du Code général des impôts, qui crée une incitation fiscale à acquérir des œuvres d'art. Et donc, l'idée de base est extrêmement simple, c'est d'acheter l'usufruit de ces œuvres d'art, votre société achète l'usufruit de ces œuvres d'art, en vous plaçant sous le régime de cet article 238 bis AB. Alors vous allez voir, l'avantage fiscal n'est pas négligeable, mais évidemment, en contrepartie de cet avantage fiscal, vous avez des contraintes. Alors, énonçons tout d'abord l'avantage fiscal. Si votre société, à la vérité, l'expression n'est pas tout à fait exacte. Le législateur nous dit, si une entreprise, quelle que soit sa forme, à condition qu'elle ne relève pas du régime des BNC, mais une entreprise, quelle que soit sa forme, si elle achète une œuvre d'art, est admise à déduire de ses résultats, par fraction de 1/5, le prix d'acquisition de cette œuvre d'art. Voilà. Donc vous apercevez, vous réduisez votre résultat et donc vous réduisez votre taxation. Et cela sur une période très brève. Sur 5 ans, par fraction de 1/5, vous achetez l'usufruit d'une œuvre d'art, vous divisez le prix par 5 et vous réduisez chaque année votre résultat de 1/5 du prix d'acquisition de l'œuvre d'art. Alors, il y a des limites, évidemment. Le législateur, qui ont changé d'ailleurs dans la loi de finances pour 2019, le législateur nous dit, vous pouvez déduire dans la limite de 10 000 euros par an, c'est quand même assez confortable, ce qui vous permet d'acheter une œuvre d'art de 50 000 euros, de 10 000 euros par an, ou de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. Donc si vous avez un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros, eh bien il devient plus intéressant de vous placer sous la deuxième limite de 5 pour 1000. Donc voilà, vous pouvez, s'il y a une limitation, 10 000 euros par an, ou bien 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Ça, c'est la première limite, mais vous apercevez que c'est extrêmement intéressant. Si vous achetez l'usufruit, c'est un usufruit de 10 000 euros. Ce qui veut dire que vous pouvez acheter une œuvre d'art d'une valeur très importante, non pas seulement de 50 000 euros, mais vous pouvez acheter une œuvre d'art, ça dépend de la durée évidemment du usufruit, mais vous pouvez acheter une œuvre d'art de 70 000 ou 80 000 euros, ça dépend de la durée de l'usufruit, en pleine propriété. Donc vous pouvez acheter un bien de grande qualité. Alors, cela est vrai, mais vous avez des contraintes. Vous avez des contraintes. La première contrainte, c'est qu'il doit s'agir d'œuvres d'artistes vivants. Voilà. Donc il faut que vous vous assuriez qu'au jour de la vente, il bouge encore. Il doit s'agir d'artistes vivants. Alors vous savez, tous les goûts sont dans la nature, hein. Il y a de grands artistes, il y a des imposteurs, il y a tout. Voilà, c'est vous qui choisissez librement cette œuvre d'art. Mais il doit s'agir donc d'artistes vivants. Et ensuite, deuxième contrainte, et là que contrôle l'administration, hein, c'est vous devez exposer l'œuvre d'art dans un lieu accessible au public ou aux salariés de l'entreprise. Étant entendu que ces œuvres d'art ne doivent pas être enfermées dans les bureaux. Alors, bon, ça peut être dans le hall d'entrée, n'est-ce pas, de votre société,
où vous exposez cette œuvre d'art, c'est à la fois accessible au public, tous les salariés qui passent devant tous les jours. Voilà, mais l'administration fiscale contrôle. Alors, il y a une solution que nous propose l'administration fiscale. C'est que vous pouvez prêter cette œuvre d'art à un musée. Et cela, vous prêtez votre œuvre d'art à un musée pendant 5 ans, hein, le temps de la déduction. Hein, parce qu'après, vous êtes libre. Hein. Mais pendant le temps de la déduction, vous prêtez l'œuvre d'art pendant 5 ans à un musée qui, en plus, vous en assurera la sécurité s'il s'agit d'une œuvre d'une valeur importante. Voilà les avantages possibles. Et alors, si vous achetez l'usufruit, si votre société, achète l'usufruit, non seulement vous pourrez imputer 1/5 du prix d'acquisition de l'usufruit sur le résultat de la société, mais en plus, vous pourrez amortir l'usufruit sur sa durée. Donc vous avez, en quelque sorte, 2 avantages qui se cumulent et qui sont parfaitement incitatifs pour l'acquisition d'œuvres d'art. Voilà, eh bien, cette petite incursion dans le démembrement des œuvres d'art que l'on m'avait demandé. Alors, si vous le voulez, sauf une question de votre part, nous allons traiter maintenant de la Golden Share. Alors, qu'est-ce qu'une Golden Share et à quoi cela peut-il servir? C'est ça qui est important. Alors, la Golden Share, c'est une part sociale ou une action qui concentre des avantages financiers et des avantages de vote. Alors, qui peut concentrer à la fois des avantages financiers ou des avantages de vote, ou les deux. Hein, généralement les deux. Hein, des avantages financiers et de vote. Eh bien, on peut tout d'abord concentrer sur une part sociale ou une action des droits à dividendes renforcés. Par exemple, et cela est possible dans toutes les sociétés, quelle que soit leur forme. Il est possible de stipuler, par exemple, dans les statuts d'une société, qu'une part sociale ou une action donne droit à 80% des bénéfices. Voilà, c'est tout à fait possible. Vous pouvez même aller un peu au-delà, 90%. La seule limite, n'est-ce pas, c'est la prohibition dite des clauses léonines. Voilà. Le législateur nous dit on ne peut pas stipuler que tous les bénéfices seraient attribués à un seul associé. Voilà. Mais tant qu'on n'attribue pas, nous dit le législateur, tout le bénéfice à un seul associé, nous avons une liberté contractuelle qui est tout à fait considérable. Et nous pratiquons cette Golden Share. On stipule très souvent qu'une action ou une part sociale confère 80% des droits à bénéfice. Voilà. Et là, vous êtes tranquille. Mais cela est possible dans toutes les sociétés. Et puis, vous pouvez également concentrer du pouvoir au profit d'une part sociale ou d'une action, en conférant ce que l'on appelle un droit de vote plural. Par exemple, de dire qu'une action confère 500 000 droits de vote, ou telle part sociale confère 1 million de droits de vote. Nous avons pratiqué il y a quelques jours une opération où on a conféré à une part sociale 3 900 000 droits de vote. Voilà, c'est possible. Il n'y a pas de difficulté de principe en la matière. C'est ce que l'on appelle le droit de vote plural. Mais attention, il n'est possible que dans certaines sociétés, le droit de vote plural ne peut être stipulé que dans les sociétés civiles et dans les SAS. Il est interdit dans les autres sociétés. Alors, mon propos est vrai à l'instant où nous parlons. Il ne sera sans doute pas vrai dans quelques mois, parce que dans la loi Pacte, qui est en discussion au Parlement, d'ailleurs qui s'enlise
au Parlement. Il est prévu d'étendre la possibilité de créer des actions à droit de vote plural dans les sociétés anonymes. Donc vous l'apercevez, cela élargira le domaine des actions à droit de vote plural. Et donc vous l'apercevez, en conférant un tel droit de vote plural, bien, on permet à un associé ou un actionnaire bien, d'avoir la majorité dans toutes les assemblées. Voilà, dans toutes les assemblées. Donc on lui confère les pleins pouvoirs. Et d'ailleurs, sous cet aspect, ce n'est pas nous, personnes privées, allais-je dire, qui avons été les initiateurs, c'est l'État. Vous savez, l'État, dans les sociétés qui ont fait l'objet de privatisation, notamment dans les années 88, c'était souvent réservé une action qui confère un droit d'opposition, un droit de vote plural, qui permettait à l'État de s'opposer à la réalisation de certaines opérations. C'était l'État qui s'était réservé une golden share pour conserver un peu la maîtrise de certaines opérations. Et d'ailleurs, en ce moment, on en discute à propos de la privatisation d'ADP, de savoir quelle influence conservera l'État, et notamment à travers une golden share. Donc voilà, vous l'apercevez, la golden share concentre des avantages financiers et des avantages de pouvoir sous forme de droits de vote. Alors vous apercevez, la golden share, telle que je viens de vous la décrire, c'est une manifestation de la liberté en droit des sociétés. Voilà, qui d'ailleurs est beaucoup plus grande que on ne le croit. La liberté statutaire dans notre droit des sociétés est extrêmement large et hélas, les praticiens n'en usent pas suffisamment. Parce que les juristes français sont hélas marqués un peu par notre tradition dirigiste. Voilà, beaucoup de juristes ne pratiquent que ce qui est expressément autorisé. Alors que nous sommes quand même dans un pays libéral, ou du moins qu'il le demeure encore pour quelques instants, tout ce qui n'est pas interdit est possible. Et donc, si vous raisonnez comme cela, vous apercevez que la liberté contractuelle est tout à fait considérable. Alors, vous apercevez que la golden share, qui est l'œuvre de la liberté, bien évidemment, se présente comme une exception à l'égalité. Vous entendez très souvent parler de l'égalité des associés, de l'égalité des actionnaires. Bien, la golden share heurte, allais-je dire, de plein fouet cette règle d'égalité. Oui, mais on donne à cette règle d'égalité qui gouverne les relations entre les associés et les actionnaires, on lui donne une portée qu'elle n'a pas. L'égalité qui est énoncée par notre législateur du droit des sociétés, et surtout par la jurisprudence, c'est une égalité au sein des mêmes catégories de parts sociales ou d'actions. Quand vous avez plusieurs catégories de parts sociales ou d'actions, on doit respecter l'égalité au sein de chaque catégorie. Mais vous pouvez créer des catégories comportant des droits différents. Et évidemment, la golden share, c'est l'application, allais-je dire, renforcée de cette possibilité de créer des catégories d'actions. Et ici, on crée une catégorie où il n'y a qu'une action ou qu'une seule part sociale. Alors, ces golden shares, ces avantages financiers et de vote peuvent être créés avec des modalités très diverses. Précisément, que permet la liberté contractuelle. On peut créer une golden share avec ses avantages financiers et de vote sans limite de durée. Voilà. Pour la durée de la société, tout simplement. Mais l'on peut également, et c'est le cas le plus fréquent, on crée ces golden shares avec une limite, qui peut être une limite à terme fixe. On crée une golden share qui confère des avantages en bénéfice et de droit de vote pour 20 ans.
ou pour 10 ans, ou pour 5 ans, que sais-je. C'est la liberté contractuelle. Mais très souvent, et nous reviendrons sur ce point dans quelques instants, ces avantages financiers de pouvoir sont institués, créés par les statuts, généralement pour la durée de vie d'une personne physique. Voilà. Et généralement, c'est le chef d'entreprise, nous reviendrons sur ce point, qui crée une golden share, qui lui réserve par exemple 80% des dividendes, qui lui réserve la totalité du pouvoir, la majorité dans les assemblées, voilà, pour sa durée de vie. Et vous apercevez que ça permet de faire des opérations sur les autres actions au profit des enfants. Voilà. Mais également, vous pouvez prévoir que la golden share survivra au chef d'entreprise et profitera, par exemple, à son conjoint. Et tout est possible ici. Par exemple, on peut dire que pendant la durée de vie de M. X, la golden share lui donnera 80% des droits à dividendes, qu'à son décès, la golden share se poursuivra avec son épouse, mais qu'à ce moment-là, elle ne donnera plus droit qu'à 60% des dividendes. Voilà. Dans cette hypothèse aussi, par exemple, le conjoint survivant n'aura pas la majorité dans les assemblées. Au lieu d'avoir la majorité dans toutes les assemblées, il n'aura peut-être que la majorité dans les assemblées générales ordinaires, mais pas dans les assemblées générales extraordinaires. Vous apercevez, toutes les modulations sont possibles. C'est la liberté statutaire. L'abus de droit, non? Pardon? L'abus de droit, non? Ah non, je suis totalement étrangère à cela. Non, ici, nous sommes en droit des sociétés. Qu'est-ce que pourrait reprocher l'administration fiscale? Pardon? De transmettre. Ah ben, c'est pas encore interdit. Mais Non, nous reviendrons sur ce point tout à l'heure. Non, soyez rassurés. Non, il ne faut pas, comment dirais-je, être tétanisé. Par l'administration fiscale. Mais je reviendrai sur ce point, si vous voulez. L'administration fiscale utilise des moyens d'une moralité douteuse. Notamment, elle met en œuvre certains contentieux dont elle sait qu'elle va les perdre. Mais simplement pour impressionner les praticiens en disant, voyez, si vous faites ça, vous aurez un contentieux. Il s'agit d'intimider. Mais nous ne sommes pas intimidables. Et alors, vous apercevez, la golden share, telle que nous venons de la décrire, s'oppose à ce que l'on appelle les actions ou les parts sociales ordinaires. Et précisément, lorsque les avantages financiers et de vote de la golden share s'éteindront, bien, la golden share redeviendra une action ou une part sociale ordinaire. Voilà. Eh bien, tant que la golden share existe, vous apercevez que c'est une part sociale ou une action qui porte bien son nom, qui est d'une grande valeur, n'est-ce pas, puisqu'elle vous confère tout le pouvoir, et elle vous confère, dans mon exemple, 80% des droits à dividendes. Ce qui veut dire quoi? Que les actions ou parts sociales ordinaires, eh bien, se trouvent considérablement dépréciées à raison de l'existence de cette golden share. Voilà. Et là, cette dépréciation, nous allons voir tout l'intérêt que l'on peut en tirer, mais vous apercevez, nous avons une golden share qui confère tout le pouvoir et qui confère presque tous les droits à dividendes. La golden share, ainsi décrite, se présente comme une alternative au démembrement. Nous sommes dans une situation extrêmement proche où nous aurions l'usufruit de toutes les parts sociales ou de toutes les actions. Si nous avons l'usufruit de toutes les parts sociales ou toutes les actions, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que nous avons droit à tous les dividendes et que, sous réserve d'une rédaction un peu particulière des statuts, que nous avons tous les pouvoirs. Or, par le jeu de la Golden Share, nous arrivons à un résultat qui est presque équivalent. Vous avez droit non pas à tous les dividendes, mais à presque tous les dividendes. Je sais pas. Le législateur ne nous dit pas ici que c'est le titulaire de la Golden Share qui a le pouvoir, mais c'est nous qui le créons au profit de la Golden Share qui exercera tout le pouvoir parce que le titulaire de cette Golden Share aura la majorité des droits de vote dans toutes les assemblées. Vous apercevez que nous sommes ici dans la même situation ou dans une situation très proche de celle d'un démembrement de droits sociaux. C'est un démembrement qui ne dit pas son nom. Et précisément, c'est ça tout l'intérêt. Ça va être toute l'utilité de cette Golden Share. C'est de pouvoir réaliser des opérations que l'on ne peut pas réaliser de façon efficace ou sûre sur le plan fiscal, mais en recourant précisément à la technique de la Golden Share. Alors, je vais prendre quelques exemples, les plus classiques, allais-je dire, mais donc qui sont aussi les plus importants. Voilà, ben vous avez constitué une société civile, n'est-ce pas, pour acheter tel bien immeuble. Et aujourd'hui, vous voulez organiser votre transmission et donc généralement donner la nue propriété des parts de cette société civile à vos enfants. C'est excellent. Vous conservez l'usufruit, vous conservez les revenus. Voilà. Simplement, vous apercevez qu'il faut évaluer la nue propriété. Et ici, vous ne pouvez pas échapper aux dispositions de l'article 669 du Code général des impôts qui vous impose une évaluation de la nue propriété. Voilà. C'est un barème, vous savez, selon la durée de vie de l'usufruitier, on vous détermine la valeur de la nue propriété. Simplement, c'est un barème qui est en retard sur l'évolution de l'espérance de vie. C'est-à-dire que l'usufruit est calculé la valeur de l'usufruit à partir d'une espérance de vie qui est celle d'il y a 20 ans. Les choses ont changé. Ce qui veut dire quoi en pratique? C'est que quand vous faites une donation de la nue propriété d'un bien, ou ici que vous faites la donation de la nue propriété de parts de société civile, l'application du barème conduit à surestimer la valeur de la nue propriété, parce qu'on a sous-estimé la valeur de l'usufruit. Donc on surestime la valeur de la nue propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'on élargit l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Et vous savez qu'ils ne sont pas négligeables, ils sont même parmi les plus importants au monde, ce qui n'interdit pas à quelques giliberlus de vouloir encore les augmenter. Eh bien, voilà, et donc, il y a un coût, si vous voulez, qui se trouve majoré de ce fait par le jeu du barème de l'article 669 du Code général des impôts. Comment se soustraire, comment arriver au même résultat en se soustrayant au barème du Code général des impôts? Eh bien, puisque nous détenons toutes les parts, ou presque, de la société civile, généralement on les détient avec son conjoint, pas de difficulté, on se met autour d'une table, on modifie les statuts, on crée une Golden Share. Voilà. Et vous allez conserver une part qui vous confère la quasi-totalité des dividendes, n'est-ce pas, qui vous laisse intact le pouvoir, et vous allez pouvoir donner à vos enfants la totalité des parts ordinaires.
Et là, vous pouvez les évaluer en vous soustrayant au barème fiscal. Alors, comment les évaluer? Alors, justement, là, l'administration est un peu prise au dépourvu. Maintenant, vous savez, elle sait évaluer les usufruits économiques et les nues propriétés économiques. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Maintenant, elle sait. Il y a une formation interne, sans doute. Mais il faut avouer que évaluer les parts ordinaires par rapport à la Golden Share, c'est une opération un peu délicate. Alors évidemment, là aussi, vous avez un paramètre que l'on retrouve, c'est l'espérance de vie du titulaire de la Golden Share, évidemment. Mais pour le reste, comment déterminer le flux de revenus conféré par les parts ordinaires? Ben, vous l'apercevez, le flux de revenus des parts ordinaires, c'est epsilon, hein? C'est 20% répartis sur toutes les autres parts. Et vous apercevez, dans ce cas, vous arrivez à une valeur de la nue propriété qui aussi est écrasée. Hein? Et donc, ici, vous pouvez transmettre dans les meilleures conditions des biens immobiliers qui sont placés dans des sociétés. Voilà, c'est la première utilité, si vous voulez, de la Golden Share, c'est de neutraliser le barème de l'article 669. Vous pouvez nous donner une évaluation, par exemple sur 1 million d'euros? Alors, je vous avouerai, non, mais je n'ai pas ma calculette financière, mais vous avez quand même ici 2 paramètres un peu particuliers. Vous avez les flux financiers, et puis vous avez le pouvoir. Alors, comment évaluer la privation de pouvoir? Très difficile, allez-vous me dire. Mais cependant, on a des références, des marchés financiers. Vous avez connu, n'est-ce pas, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote dans les années 80. C'était une invention de socialistes. Vous avez connu également les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Et alors, les certificats d'investissement et les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote étaient évidemment cotés sur le marché parallèlement aux actions ordinaires. Eh bien, vous aviez approximativement, mais vous trouviez la règle à peu près partout, vous aviez une décote de 30% à peu près des actions qui ne conféraient pas de droit de vote par rapport aux actions ordinaires. Donc, allais-je dire, le prix du pouvoir, c'était 30%. Alors, il faut conjuguer, si vous voulez, l'absence de pouvoir, précisément, qui vaut 30%, donc il y a une décote de 30%, avec la modicité des flux de revenus. Et donc, vous arrivez à des valeurs qui sont extrêmement faibles. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a eu l'occasion de se pencher sur cette question dans une affaire Lagardère. Le Conseil d'État nous a dit, pour calculer la valeur des titres, il faut prendre en considération les droits qu'ils confèrent. Ben ici, ce sont des petits droits. Donc, on parvient à une petite valeur. Hein. Bon, mais il faut, si vous voulez, je ne peux pas vous donner une formule abstraite, il faut avoir, si je puis dire, les chiffres en main de telle et telle société, mais enfin, voilà les 2 paramètres qu'il faut prendre en considération, l'absence de pouvoir et les flux. Ça, c'est la première utilité que je voulais vous évoquer. La deuxième utilité, c'est la substitution de la cession d'une Golden Share à une cession d'usufruit temporaire. Ça, c'est une stratégie en or. Quel est le problème qui se pose, auquel nous sommes tous peu ou prou confrontés? C'est que nous ne voulons plus payer d'impôts sur leurs revenus.
Alors, comment faire? Ou que faire, comme disait Lénine? Eh bien, nous avions une solution. Nous avions une solution dans le passé qui a été utilisée d'ailleurs par des très grands noms français, qui fait que ces personnes ne payent pratiquement pas d'impôts. C'est très simple. Il suffisait de céder l'usufruit de ces biens, et généralement un usufruit évidemment temporaire, de céder l'usufruit de ces biens, qu'il s'agisse de ces parts sociales, de ces actions ou de ces immeubles, à une société soumise à l'IS. Et on cédait l'usufruit moyennant un prix qui était payé en compte courant. Alors, ça change la vie. Pourquoi? Parce que la société soumise à l'IS, elle a pour recette les revenus de ces biens dont vous avez cédé l'usufruit. Quelles sont les charges de cette société? Vous avez les charges de gestion, évidemment, mais vous avez l'amortissement de l'usufruit, ce qui, vous l'apercevez, réduit considérablement l'assiette de l'impôt. Et il restera des bénéfices taxables. Mais les bénéfices taxables sont taxables à l'IS. Schématiquement, aujourd'hui, en moyenne, c'est à peu près 30%. Voilà, c'est un impôt proportionnel. Ce n'est pas un impôt progressif. Et puis, vous n'avez pas de prélèvements dits sociaux. 17,2%. C'est fini. Pour les bénéfices des sociétés. Vous n'avez plus la contribution sociale, sauf pour les très très hauts bénéfices. Donc voilà. Comment allez-vous vivre? Vous n'avez plus de revenus. C'est votre chance. Comment allez-vous vivre? Eh bien, en tirant sur votre compte courant. Voilà. Alors, à l'époque de l'ISF, le compte courant entrait dans l'assiette de l'ISF. Simplement, comme vous n'aviez plus de revenus, vous aviez le plafonnement de l'ISF. Et en réalité, vous ne payez plus ni impôt sur le revenu, ni ISF. Alors, si vous faites ça sur des parts de sociétés immobilières, le problème se pose un peu de la même manière. Parce que le législateur de l'IFI nous dit, si vous vendez des biens ou des parts de sociétés civiles immobilières à une société soumise à l'IS, vous ne pouvez pas déduire le compte courant pour déterminer la valeur des parts sociales. Donc ce qui veut dire à la vérité qu'indirectement vous êtes taxé sur le compte courant, vous êtes taxé à l'IFI. Oui, mais il existe de la même manière le plafonnement de l'IFI, où le législateur a retranscrit purement et simplement, n'est-ce pas, a retranscrit purement et simplement le plafonnement de l'ISF. Donc le plafonnement existe toujours, simplement est un peu plus difficile à mettre en œuvre aujourd'hui que par le passé. Voilà, donc vous l'apercevez, c'était une stratégie excellente. Et puis, le législateur est intervenu. Le législateur est intervenu. En 2012, j'ai déjà évoqué cette disposition. Le législateur a décidé que si l'on cède un usufruit temporaire, si une personne privée qui relève de l'IRPP cède un usufruit temporaire à une société, eh bien, le prix de cession de l'usufruit temporaire constitue un revenu taxable à l'impôt sur le revenu. Alors, vous l'apercevez, cette mesure est parfaitement dissuasive. Ce prix de cession, évidemment, sera important, et sera d'autant plus important que la durée de l'usufruit sera longue, et donc que la valeur de l'usufruit sera importante. Donc cette mesure, si vous voulez, nous a dissuadés
de continuer cette stratégie. Cette stratégie dont je vous dis, pour le passé en tout cas, que le comité de l'abus de droit dit qu'il n'y avait pas d'abus de droit. Donc, ceux qui ont mis en œuvre cette stratégie peuvent vivre sereinement. Alors, tel est le principe. Donc, si on cède un usufruit temporaire, le prix de cession est taxé à l'IRPP. Alors, je voudrais quand même apporter un correctif, c'est que si on cède un usufruit viager, eh bien dans cette hypothèse, on est taxé éventuellement à l'impôt de plus-value sur la cession d'usufruit, mais on n'est pas taxé à l'impôt sur le revenu. Et cette solution a été énoncée par l'administration fiscale elle-même, et elle a été étendue par la Cour de cassation dans un arrêt très très important du 26 septembre 2018. Aujourd'hui, si vous cédez un usufruit à une société pour la durée de vie d'une personne physique, eh bien, vous n'êtes plus taxé à raison du prix de cession de l'usufruit à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors, c'est quand même extrêmement intéressant. Simplement, il faut céder un usufruit viager. Alors, l'intérêt de la formule, n'est-ce pas, c'était que dans votre patrimoine personnel subsistait la nue propriété et que le compteur de la durée de détention pour le calcul des abattements à l'impôt de plus-value bien continuait à tourner dans la personne du nu propriétaire. Donc, si vous voulez, ça permettait à la fois d'éliminer l'impôt sur le revenu tout en conservant les avantages du régime de taxation des plus-values immobilières des particuliers. Voilà, c'était vraiment une solution excellente. Et donc, elle a été quelque peu altérée par l'intervention du législateur. Alors, évidemment, on s'est posé la question comment échapper à cette malédiction législative. Eh bien, précisément, vous avez la Golden Share. Nous avons une société civile immobilière. On crée une part qui confère 80% des bénéfices de cette société civile immobilière. On va créer cette part qui confère cet avantage financier, par exemple, pour 20 ans. Et on va également créer un droit de vote plural au profit de cette part. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette part? Elle vaut très cher. Eh bien, vous allez la vendre à la société soumise à l'IS, moyennant le paiement en compte courant. Ce n'est pas un usufruit temporaire que vous avez vendu. Vous avez vendu une Golden Share. C'est différent, même si ça ressemble. Les conséquences, cela n'est pas prévu par le législateur, n'est-ce pas? Et vous parvenez à des avantages parfaitement équivalents. Alors, vous allez me dire, oui, vous allez céder la Golden Share, très cher, mais vous allez payer un impôt de plus-value sur la cession. Ben, je n'en suis pas du tout sûr. Pourquoi? Parce que le législateur, vous savez, soumet les cessions de parts de sociétés civiles immobilières qui ne sont pas à l'IS, les soumet à l'impôt de plus-value des plus-values immobilières des particuliers. Et le législateur nous dit, pour la détermination des abattements, ce qui est important, c'est la durée de détention des parts. Or ici, cette part que vous allez céder à la société, vous la détenez depuis très longtemps. Effectivement, on a modifié les droits qui y sont attachés, mais cela n'enlève pas que cette part sociale, elle est dans votre patrimoine depuis peut-être 10 ans, depuis 20 ans, peut-être depuis 30 ans. Et donc, vous allez céder cette Golden Share, soit en exonération d'impôt de plus-value, si
votre durée de détention le permet, soit avec un impôt de plus-value tout à fait modeste, qui n'éclipsera pas tous les bienfaits attachés à cette stratégie. Alors, je vois que le temps passe, je vais me borner à un dernier exemple, mais qui est très très important en pratique. Alors, qui concerne ici le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise qui va transmettre les parts sociales ou les actions de sa société professionnelle. Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'une société commerciale, industrielle, agricole, artisanale, libérale. Ce dont je vais vous parler, c'est la transmission de parts ou d'actions d'une société ayant une activité professionnelle. Eh bien, le législateur, c'est l'une des rares dispositions tout à fait favorables que l'on peut saluer de notre Code général des impôts. Notre législateur a entendu faciliter la transmission à titre gratuit des parts ou des actions d'une telle société. Et c'est ainsi que notre législateur dispose que l'on applique, pour le calcul des droits d'enregistrement, l'on applique un abattement de 75% sur la valeur des parts sociales ou de ces actions. Alors évidemment, c'est subordonné à tout un ensemble de conditions. Il faut un engagement collectif de conservation. Alors il y a l'engagement collectif, le vrai, il y a l'engagement présumé, il y a l'engagement post-mortem, il faut une obligation de conservation, n'est-ce pas, de ceux qui reçoivent les parts sociales ou les actions pendant 4 ans à compter de la fin de l'engagement collectif. Et puis, il faut que le dirigeant de la société soit choisi pendant 3 ans à compter de la transmission parmi un membre de l'engagement collectif ou parmi l'un des bénéficiaires de la transmission. Bon, vous verrez tout cela avec vos conseils. Je vous le dis, vous bénéficiez d'un abattement de 75% sur la valeur. C'est important, très important. Et vous pouvez donner, transmettre en nue propriété. Vous gardez l'usufruit. Très souvent, d'ailleurs, le chef d'entreprise, il vous dit, voilà, moi je veux garder l'usufruit parce que j'ai besoin de revenus, et puis j'ai le goût du pouvoir. Et donc, je veux transmettre à mes enfants, mais seulement la nue propriété. Pas de problème. Le législateur nous dit, vous pouvez donner en nue propriété, et l'abattement de 75% s'applique à la valeur de la nue propriété. Donc, vous apercevez, on a descendu ici plusieurs marches. Hein. Simplement, il y a un inconvénient. Si vous donnez en nue propriété, ça veut dire que le donateur s'est réservé l'usufruit. Le législateur nous dit, dans cette hypothèse, où l'on donne en nue propriété, les statuts de la société doivent limiter le droit de vote de l'usufruitier à la seule affectation des bénéfices. Ce qui veut dire que le chef d'entreprise qui donne la nue propriété à ses enfants, en conservant l'usufruit, il perd le pouvoir, puisqu'il ne peut voter que sur l'affectation des bénéfices. Or, il va vous dire, je veux garder le pouvoir. Alors, comment faire? Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous créez la golden share. Vous avez deviné la solution. Notre chef d'entreprise se crée une action qui lui confère la quasi-totalité des droits à dividendes, donc vous avez satisfait ses exigences en matière de revenus, qui lui confère un droit de vote plural, lui donnant la majorité dans toutes les assemblées, donc vous avez satisfait son exigence de pouvoir. Les actions ordinaires que nous allons donner aux enfants, elles ne valent rien, ou si peu. Et puis, on a écrasé la valeur de ces actions ordinaires. On va appliquer l'abattement de 75%. Je sais pas. On va appliquer l'abattement de 75%. Alors, si ce chef d'entreprise est marié, si on a eu l'habileté de faire un changement de régime matrimonial
avant la donation, il va y avoir 2 abattements en ligne directe, n'est-ce pas, au profit des enfants. Donc vous apercevez, il ne reste pratiquement plus rien à taxer. Et alors, sur cette assiette qui est écrasée, en imaginant qu'il reste quelque chose à taxer, le législateur nous dit, dans l'article 790 du Code général des impôts, il y a une petite pépite. Il dit, si le chef d'entreprise donne la pleine propriété des parts sociales ou de ses actions, dans le cadre du dispositif de l'article 787 dont je viens de vous parler, il y a une réduction de 50% des droits d'enregistrement. Mais à condition de donner en pleine propriété. Mais pas de problème. Nous avons donné en pleine propriété à nos enfants. On s'est simplement réservé une golden share. Mais pour le reste, on a donné en pleine propriété. Et donc, vous l'apercevez, vous cumulez tous les avantages. Et c'est comme cela que nous arrivons à transmettre des entreprises, des sociétés bien potelées, hein, avec des taux de taxation de 4-5%. Et vous l'apercevez, dans ce cas-là, on paye volontiers l'impôt. Alors, attention. Il faut faire très attention à une chose. Quand vous allez donner les actions ordinaires, ou les parts sociales ordinaires aux enfants, vous le devinez, à l'extinction de la golden share, les parts ordinaires vont acquérir une valeur tout à fait importante. D'ailleurs, ils acquièrent une valeur tous les jours. C'est pourquoi cette opération de donation, il faut impérativement l'insérer dans une donation-partage. Pour figer la valeur des actions ordinaires que nous donnons aujourd'hui. Et éviter évidemment un rapport ou une réduction pour la valeur des actions au jour du décès du chef d'entreprise. Mais cette précaution, évidemment, on la prendra, encore fallait-il le rappeler. Donc vous l'apercevez, la Golden Share rend des services, nous en avons sélectionné simplement quelques-uns, il y en a encore d'autres. Et je vous remercie très vivement pour votre attention.